Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Conseiller. Ce soir en émission, on s'attarde au sujet des achats en ligne. On a choisi de vous parler de ce sujet-là cette semaine, en fait, parce qu'on sait que la période de Noël, la période des fêtes arrive à grands pas. Et puis, de plus en plus, c'est un moyen qui est utilisé, qui est prisé par les consommateurs pour effectuer leurs achats, leurs cadeaux. Très pratique, le côté rapide de la chose et puis les économies possibles. Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que ces sites-là sont sécuritaires? C'est toutes des questions qu'on va répondre ce soir à l'émission. Donc, tout d'abord, on va recevoir l'économiste Philippe Raymond, qui est économiste pour l'Institut économique de Montréal. Va venir nous parler un peu de l'historique des sites. Il va nous sortir des statistiques intéressantes pour nous montrer la progression justement de ce mode d'achat-là. Également, il va nous donner des prévisions sur qu'est-ce qu'il pense cette année que les consommateurs vont acheter pour la période de Noël. Également, il va nous parler du Black Friday, du Cyber Lundi, tout cet événement là, incroyable là, qui se passe aux États-Unis dans le cadre de la fin de semaine du Thanksgiving. Vraiment, là, c'est très, très gros. Et puis, on commence à s'en ressentir de plus en plus au Canada. Donc, Philippe va venir nous parler du côté économique de la chose. En deuxième segment d'émission, on va recevoir Kevin. Kevin, qui est expert en services de paiement en ligne, va venir nous parler un peu de quelle façon que ça fonctionne sur ces sites-là, des sites comme PayPal, va nous expliquer vraiment le fonctionnement, comme je l'expliquais, mais également le côté sécurité. Et puis finalement, on termine l'émission avec M. Sébastien Paquette, qui est expert lui également en sécurité informatique, va venir nous expliquer le côté sécuritaire de tout ça. Donc, on s'en va tout de suite en pause, et puis on revient pour le début de l'émission avec Philippe. Bonsoir, on est de retour en studio à l'émission Le Conseiller. On est en compagnie de Philippe Raymond. Philippe, merci d'être ici ce soir. Moi, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir. On commence tout de suite à parler, j'avais parlé un peu en introduction, du sujet des achats en ligne en fait, mais pour le Thanksgiving, l'événement Black Friday, Cyber Lundi, Philippe, explique-nous un peu c'est quoi cet événement-là. Effectivement, là, le Black Friday, là, on voit qu'il est de plus en plus présent. Là, on entend un peu parler au Canada. Ça, c'est un nouveau phénomène là, qui nous vient directement là, de nos voisins du Sud. Ici, le Black Friday, on parle d'un gros événement là, au niveau des marchands, des commerces au détail, mais aussi du marché en ligne. Là. Donc, c'est pour ça que je suis ici là, ce soir pour parler de ce marché-là. Donc, aux États-Unis, les recettes là, annuelles qui peuvent provenir de cette journée-là sont de 20 à 40 %, donc c'est énorme. Là. 20 à 40 %. Effectivement. Donc, au Canada, c'est certain qu'on n'est pas encore là, rendu là, c'est certain, parce que c'est tout nouveau comme phénomène. On essaie de suivre là, un peu la tendance des États-Unis. Par contre, on peut parler au Canada quand même cette année, selon là, les économistes, d'un pourcentage de 8 à 19 % des ventes qui vont s'effectuer là, durant ce Black Friday-là. Black Friday et Cyber Lundi également, les deux journées comprises. Exactement. Okay. Donc, c'est quand même assez intéressant. Parlons un peu des prévisions pour Noël cette année. Tes prévisions, les prévisions de l'Institut, à quoi on s'attend du côté des achats en ligne, les Canadiens? Qu'est-ce qu'ils magasinent en ligne? Combien dépensent? Donc, c'est certain, étant donné que là, le Canada sort d'une grosse crise financière, le marché va rester, là, on constate que le marché va rester relativement stable pour cette année. Pour les achats de Noël, par contre, on leur remarque une augmentation des achats en ligne, des commandes en ligne. On prévoit là, pour la moyenne des Canadiens des dépenses des ménages là, de 220 $ là, pour leurs achats là, de Noël cette année, qui va se faire là, dans ces événements-là. 220 $, on parle d'achat en ligne ou on parle d'achat global pour Noël? Non, on parle vraiment d'achat en ligne là, okay. ici, là, okay. Dans les sites en ligne. OK, très bien. Et puis, justement, sur les sites d'achat en ligne, il y a quand même une multitude de produits qui sont offerts. Qu'est-ce que les Canadiens recherchent? Qu'est-ce qu'ils vont préférer acheter en ligne, en fait? Bien, c'est certain que, étant donné qu'il y a plusieurs boutiques aux États-Unis qu'on ne retrouve pas au Canada, les Canadiens achètent beaucoup de linge là, en ligne. Okay. On remarque aussi, c'est suivi de près par les accessoires informatiques qu'on peut exporter là, de n'importe quel pays, qui sont beaucoup moins coûteuses si on les achète en ligne. Par la suite, les films,
C'est toujours populaire, la musique, tout ce qui est relié là, aux artistes ou iTunes ou ces sites-là produisent là, des. Donc des les téléchargements en ligne. Effectivement, oui. OK. Parfait, Philippe. Si tu veux bien, parle-nous un peu en termes de dollars sur l'économie canadienne. Qu'est-ce que ça peut représenter le secteur des achats en ligne, ce marché-là? Effectivement, mais là, c'est un marché, comme on l'a dit là, plus tôt, en pleine expansion. Donc, c'est certain que ça peut représenter là, au Canada cette année 15,1 milliards des ventes. Donc, c'est énorme. Donc, une entreprise qui n'a pas les marchands en ligne ne peut pas faire autant de profit qu'une entreprise là, qui développe ce marché-là parce qu'il sauve là, il ouvre la porte à plusieurs clients là, venant de l'extérieur du pays. Okay. Donc, 15,1 milliards seulement les achats en ligne. Exactement, exactement, au Canada. Là. Okay. Donc, c'est certain qu'il faut comprendre qu'il y a 39 de la population canadienne, des Canadiens en fait, qui ont fait au moins un achat en ligne au cours de la dernière année, là, ce qui est quand même majeur. Dans ce 39 %-là, on parle vraiment de monsieur, madame, tout le monde, de 0 à 99. Oui, par contre, il faut comprendre qu'il y a un marché qui est plus ciblé là, au niveau des achats Internet. C'est plus la tranche d'âge de 16 à 34 ans. Eux, ils n'ont aucune crainte là, à magasiner en ligne. Là. C'est certain, c'est des gens qui ont eu l'Internet un peu, ils ont grandi avec l'Internet, donc c'est les principaux utilisateurs là, de ces services-là. Effectivement. Puis j'aimerais aussi rajouter que 69 des gens vont regarder sur Internet là, leurs achats futurs. Puis ensuite, il y en a qui n'achètent pas nécessairement sur Internet, mais qui peuvent se présenter en magasin après avoir magasiné sur Internet. Là. Okay. Donc ça, c'est une bonne proportion de la population aussi. Donc si je peux résumer un peu ton propos, Philippe, les achats de plus en plus sont en vogue, les consommateurs utilisent cette technologie-là, donc j'imagine que de plus en plus les personnes ont confiance en ce système-là, en fait. Par contre, il faut faire attention, pas nécessairement. Selon l'étude qu'on l'a fait, il y a encore 48 c'est environ la moitié des gens qui n'ont pas encore confiance totalement au site en ligne, au mode de paiement. Ils ont peur de se faire frauder leur carte, c'est beaucoup. Je vous dirais plus, on voit ça sur la tranche d'âge, 45 ans et plus, ils ont encore beaucoup là, de peur là, avec les achats. Donc les gens un peu plus âgés, un petit peu plus hésitants, ils font plus attention un peu là, je comprends. Et puis en terminant, je ne sais pas, tu me parlais tantôt d'un 15,1 milliards de ventes que ça générait au Canada, ça c'est tout récemment. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites un petit peu plus vieilles, peuvent peut-être nous démontrer l'évolution, la progression annuelle de ça. Oui, effectivement. Il y a 2 ans, on avait fait une étude là, semblable. Puis on a dénoté une augmentation là, de 15 là, OK, 15 en 2 ans. Exactement. Puis on prévoit le même 15 dans les 2 prochaines années. Comme je vous dis, c'est un marché là, qui est vraiment en expansion. En pleine effervescence. J'imagine, effectivement, avec l'avènement d'Internet, les réseaux qui sont accessibles sur nos téléphones intelligents, c'est de plus en plus pratique comme technologie. Bien, Philippe, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission. Bon, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Donc, nous, on s'en va à la pause et puis on est de retour là, en deuxième segment d'émission avec Kevin, qui est expert, comme on le mentionnait un peu plus tôt, va venir nous parler du fonctionnement des sites. Ce soir en studio à l'émission Le Conseiller. J'ai avec moi à mes côtés M. Kevin Royer qui est expert en services de paiement. Kevin, bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Merci d'être ici. Donc, tu es ici, Kevin, pour nous parler des services de paiement, la sécurité sur le web. On a parlé tantôt avec notre économiste, M. Philippe, en fait, qu'il y avait encore 48 % des Canadiens qui avaient des craintes, démontraient des craintes face à utiliser les services d'achat en ligne. On sait qu'il y a eu des fraudes, il y a des gens qui peuvent se faire flouer. J'aimerais ça que tu viennes ici pour nous rassurer d'une certaine façon, nous expliquer comment ça marche concrètement quand le consommateur passe une commande en ligne, comment il fait pour payer, puis est-ce que c'est sécuritaire? Bon, OK. Alors, de base, il y a pas mal deux façons majeures de payer en ligne. La première façon, c'est de payer directement avec le vendeur lui-même. Okay.
Où ce que là, la sécurité va plutôt dépendre de l'honnêteté du vendeur et de sa payabilité. Donc là, Kevin, si je te suis bien, on parle d'une transaction qui s'effectue entre le vendeur et l'acheteur. Le vendeur, en fait, on parle d'un particulier. Ça peut être soit un particulier, soit une entreprise. Un particulier, mettons, par exemple, sur eBay, c'est le site le plus populaire de vente directement de même. Okay. Ou, mettons, des compagnies Future Shop qu'on peut acheter en ligne, que souvent, c'est eux autres mêmes qui vont gérer la carte et tout ça. OK, donc le vendeur va être Future Shop à ce moment-là. Oui. Parfait. Et dans ces cas-là, c'est vraiment important que le vendeur soit honnête, parce que sinon, il n'y a aucune garantie sur votre carte. Et aussi, il y a une deuxième façon de faire des paiements en ligne, c'est que le paiement soit géré par une compagnie tierce. Par exemple, PayPal étant la plus grosse compagnie de ça. Okay. Parce que dans le fond, c'est eux autres qui vont gérer les garanties, donner les garanties sur les cartes et s'occuper de la sécurisation de l'achat. OK. Quand on parle de PayPal, concrètement, PayPal, c'est quoi qui vient faire dans la transaction? PayPal, c'est vraiment PayPal qui gère la transaction complète. Le vendeur n'a jamais accès à votre information de carte de crédit. C'est PayPal qui prend votre numéro, qui s'occupe d'envoyer l'argent au vendeur en se prenant une cote sur le vendeur et jamais sur l'acheteur. Donc, si je comprends bien, PayPal, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment te garantir que le vendeur n'aura pas accès à tes informations sur ta carte de crédit. C'est ça? Oui, exactement. PayPal se charge complètement du paiement. Le vendeur ne voit jamais tes informations de carte de crédit, il ne le reçoit jamais. C'est PayPal qui prend l'argent et qui le transfère au vendeur. OK. Donc là, on parle de PayPal depuis tantôt, mais est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Est-ce qu'on peut se fier à PayPal en tant qu'intermédiaire? C'est quoi la notoriété de PayPal? PayPal est très reconnu dans ça. Ils sont très fiables, ils appartiennent à eBay. Okay. Et dans le fond, côté sécurité, ils ne sont pas moins sécurs que n'importe quelle banque en ligne. Quand on parle de banque en ligne, on parle par exemple comme un site d'Accès2, Banque Nationale. Oui. OK. Donc c'est très sécuritaire. Oui, PayPal est très reconnu pour être en sécuritaire. OK. OK, excellent. Donc, on résume. PayPal, ça te garantit un service en ligne qui est sécuritaire. Est-ce qu'il y a d'autres façons de se faire attaquer? On ne peut pas se faire attaquer par PayPal. Je veux dire, pourquoi il y a des gens qui ont des mauvaises expériences d'achat en ligne d'abord? Il y a plusieurs choses que PayPal ne peut pas protéger. La plupart d'entre eux sont du côté de votre ordinateur. Par exemple, il existe des virus qui enregistrent les tapes de touche et qui peuvent enregistrer les numéros de crédit comme ça. PayPal ne peut rien comme ça. La meilleure façon de se protéger contre ça, c'est d'avoir un bon antivirus mis à jour, faire des vérifications souvent. Et c'est la meilleure façon de se protéger comme ça. OK. Donc, autrement dit, c'est pas nécessairement par PayPal qu'on va se faire pirater, ça va être plutôt par notre ordinateur. Donc, ils vont infiltrer notre ordinateur et puis ça va être un virus qui va être vraiment via l'ordinateur qui risque peut-être de polluer notre transaction. Oui. OK. Donc, pour remédier à la situation, un bon antivirus, les mises à jour sont faites régulièrement. Oui. On s'en tire bien. Oui, c'est ça. Parfait. Kevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ouais. Ça fait plaisir. Merci. Bonsoir tout le monde. On est de retour dans le studio, en fait, pour notre dernier segment d'émission. On est en compagnie de Sébastien Paquette, qui est expert en sécurité informatique. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent. Donc, Sébastien qui est ici ce soir un peu pour venir nous parler des sites Internet, comme par exemple eBay, le fonctionnement de ces sites-là, comment que ça fait pour rouler, comment que ça fait pour être efficace. J'aimerais ça que tu commences un peu par nous parler du côté des serveurs. J'imagine que c'est des sites qui sont énormément visités à tous les jours. Il faut que ce soit en marche 24 heures sur 24. Donc, au niveau des serveurs, ça ressemble à quoi? Comment ça fonctionne? Les serveurs, c'est simple. Je vais prendre eBay en particulier pour avoir un exemple. C'est la même chose pour la plupart des sites. C'est fait en type de grille informatique, si on veut. C'est qu'il va y avoir 4 fois les mêmes données à plusieurs endroits différents. Comme eBay, par exemple, c'est aux États-Unis. Donc, à 4 places aux États-Unis, il va y avoir 4 fois les mêmes serveurs. Les serveurs, comment ils sont faits? C'est qu'il y a 200 serveurs en tout pour les données, 20 serveurs pour les recherches. Donc, aux 4 endroits, il va y avoir 50 serveurs. Comme ça, si un des serveurs plante pour une raison, panne d'électricité ou je sais pas, s'il y en a un qui plante, il va encore en avoir 3 qui vont marcher avec toutes les mêmes données. Donc, le site va pouvoir continuer de rouler, aucune perte. Ça, c'est un avantage. Ça nous permet également d'ajouter d'autres serveurs en cas de manque facilement. Comme ça, vu que c'est grandissant à chaque année, quand on a besoin de plus de place, on en rajoute très facilement. OK. Donc, si je résume un peu ton propos, je comprends bien.
Les serveurs sont dans 4 lieux physiques différents aux États-Unis. Oui. Donc, ça devient plus difficile pour les pirates informatiques d'attaquer ces serveurs-là. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans l'éventualité où s'il y en a un de ces serveurs qui est attaqué, justement, est-ce que tout plante ou est-ce que ça fonctionne à capacité réduite? Comment ça fonctionne? Si un des serveurs en particulier est attaqué, il en reste encore 3 autres qui vont fonctionner. OK. Donc, au début, c'est sûr qu'il va y avoir un ralentissement. Si par contre les 4 sont attaqués en même temps, là, ça va ralentir un peu plus ou arrêter si c'est vraiment une grosse attaque. Donc, c'est vraiment l'avantage du circuit en grille informatique, comme tu m'expliquais tantôt. C'est que s'il y a un serveur qui est attaqué, les autres vont pouvoir prendre la relève, puis le site continue de fonctionner. C'est bien ça? Exactement. OK. On parlait un peu d'attaques. Je ne sais pas s'il y a des attaques qui sont plus récurrentes, si tu peux me parler justement de ces sites-là, parce que j'imagine que ça doit être quand même assez prisé comme site pour les pirates informatiques. J'imagine qu'il doit y avoir quand même des attaques qui ont été recensées. Tu peux parler un peu de ce sujet-là? Effectivement, une attaque qu'on voit, je dirais pas régulièrement, mais ça se voit quelques fois, je dirais aux années. Là. Okay. Pas vraiment récurrent, mais c'est une attaque qu'on dit DDoS, qui est distribution en déni de service. Ça fait qu'un pirate en particulier, il va infecter plusieurs ordinateurs au travers le monde, ça peut être partout, par Internet. Si, par exemple, on n'a pas un très bon antivirus, ça se peut qu'on soit une de ses cibles, Okay. sans le savoir. Donc, dans le fond, on va être infecté, mais on ne saura pas vraiment. Puis, ce que ça permet de faire, c'est que quand lui décide qu'il en a assez et qu'il veut attaquer, par exemple, eBay, il va tout réveiller ces ordinateurs-là et il va commencer à exploiter des failles de notre système, de notre protocole Internet, qui est par exemple d'envoyer des paquets IP plus gros que ce qu'un ordinateur peut recevoir. C'est un peu technique, là, mais Okay. c'est un des exemples qu'on peut voir. Puis en envoyant ça, ça va faire surchauffer les serveurs et les faire arrêter. Dans le cas d'eBay, par exemple, il y a 4 serveurs, comme on a dit tantôt. Ça veut dire que s'il attaque juste un serveur, il va seulement qu'avoir un ralentissement. Donc c'est déjà une protection contre ce type d'attaque-là. Mais par contre, c'est sûr que si le pirate décide d'attaquer les 4 serveurs en même temps, là, le site va être mis en service. J'imagine qu'on parle des gens qui sont expérimentés, des pirates, j'imagine, de professionnels, si on veut. Là. Qu'est-ce que ça leur apporte concrètement? Est-ce qu'ils peuvent voler tes informations que tu as déposées sur eBay? Est-ce qu'ils peuvent essayer de cloner tes cartes de crédit? Ou vraiment, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire planter le site? Non, toutes les données sur le site vont être sécuritaires, à moins que lui décide d'utiliser d'autres moyens pour y avoir accès. Mais quand on fait ce type d'attaque-là, ça fait vraiment juste rendre le site hors service. Il ne peut pas accéder aux données. C'est pour faire perdre de l'argent au site Internet, parce que si le site Internet, par exemple, il est hors service pendant 3 heures, ça fait 3 heures que le monde n'achète pas. Ça fait moins de revenus pour ce site-là. Donc, ça fait vraiment perdre de l'argent au site en ligne. Par contre, comme consommateur, comme on expliquait tantôt avec Kevin, qui était ici précédemment dans l'émission, si tu as un antivirus de qualité sur ton ordinateur et puis tu utilises des sites, des systèmes de paiement comme PayPal qui sont sécuritaires, il n'y a pas vraiment de danger pour toi en tant que consommateur. Il n'y a pas de danger pour nous. C'est sûr si on a un bon antivirus et tout ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle le phishing. C'est quand d'autres personnes malveillantes vont créer des messages pour envoyer en courriel, des messages où est-ce qu'ils vont prétendre être un site. Ce qu'on expliquait tantôt, là, un courriel que tu reçois qui a toute l'apparence d'être un courriel d'un site internet bien connu comme eBay par exemple, mais qui est en fait une fraude. Donc, comme on a dit, le phishing est en constante diminution depuis 2006 parce que le monde sait se protéger et ne répondent pas à ces courriels-là. Comme par exemple en 2006, il y avait 32,5% du phishing qui était dirigé vers eBay. Okay. C'est passé en 2011 à 11%. Et pour Facebook en 2011, c'était 9,9%, ce qui est égal. C'est sûr que eBay ne peut pas éradiquer ce genre d'attaque. Mais a quand même baissé énormément. Ouais. On parlait de 33%, puis aujourd'hui, c'est environ 11% que tu disais. Ouais. Donc, il y avait le tiers des attaques de phishing du web qui étaient dirigées vers eBay, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est le 10e environ. Ouais. Donc, eBay a pris d'une certaine façon des mesures pour corriger le problème. Exactement. Excellent. Et pour terminer, je dirais les sites Internet, c'est fiable. Il faut juste faire attention. Par exemple, les sites Internet comme eBay, Amazon, Newegg, Tiger Direct, pour en citer quelques-uns. Eux, c'est des gros sites qui sont là depuis plusieurs années. Ils vont être fiables. On n'a pas de problème à se douter est-ce qu'on va recevoir notre marchandise ou pas. Par contre, il faut peut-être faire attention à d'autres sites d'achat en ligne, peut-être un peu moins connus ou plus obscurs
qu'on ne peut pas garantir ou que c'est peut-être des fraudes, il faut faire vraiment attention. Donc, on reste dans les sites les plus connus et puis on s'assure une certaine tranquillité d'esprit. Ouais. Excellent. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et pour ce qui est de nous, ça termine l'émission. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été présents avec nous ce soir. J'espère qu'on a pu vous apporter les renseignements nécessaires pour faire des bons achats en ligne. J'espère qu'on a pu vous apporter également un certain sentiment de sécurité face à ça. On voulait démystifier un peu le phénomène parce que c'est en constante évolution. Et puis, regardez, je pense qu'on avait des invités qui sont très intéressants, qui nous ont su apporter des bons renseignements. Et puis, maintenant, c'est à vous de prendre les mesures nécessaires, de prendre les précautions nécessaires pour faire des bons achats. Et puis, sur ce, nous, on se dit à la semaine prochaine. Et puis, encore une fois, merci d'avoir été là.